Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, c'est Alexandra. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Céline Wichard. Malgré sa déficience visuelle, cette battante est entrepreneuse, coach et fondatrice de Vision Positive, une structure spécialisée dans les problèmes d'accessibilité, ainsi que de l'association Plein Accès, dont la bibliothèque numérique Mona Lira est le projet phare. Alors bonjour Céline Wichard, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Céline, j'ai 36 ans. Je suis malvoyante de naissance, cofondatrice de l'association Plein Accès Suisse et de sa médiathèque numérique accessible Mona Lira, qui est sortie en ligne en mars 2023, et également entrepreneuse à la tête de Vision Positive, entreprise que j'ai créée en 2019, et qui accompagne des projets de mise en accessibilité de la communication sur Internet, sur les réseaux sociaux et aussi sur le papier. Et j'accompagne également avec mon entreprise les institutions culturelles et les entreprises dans l'accueil des publics empêchés par différents types de handicaps, notamment le handicap visuel. Et à côté de ça, je donne également des formations sur l'accessibilité de la médiation culturelle. Votre action vise clairement à rendre accessible la culture et la communication aux personnes en situation de handicap. Quel impact souhaitez-vous avoir sur la société et sur les personnes en situation de handicap ? Le plus important possible, en toute logique. Je pense qu'il y a encore énormément à faire aujourd'hui pour que la culture et la majorité des services et des activités soient rendues accessibles au plus grand nombre, et notamment aux 20% de la population qui sont aujourd'hui en situation de handicap. Donc oui, moi, mon objectif, c'est que l'impact soit le plus important possible. Et il faudrait, je pense, plus de personnes qui œuvrent dans ce domaine. Toute seule, il y a largement de quoi faire pour beaucoup plus de gens que moi. Mais alors, qu'est-ce que vous voudriez changer dans la société au regard de votre expérience ? Ce que j'aimerais changer, c'est, je pense, le regard que les gens portent sur le handicap. Aujourd'hui, il y a encore un regard très stigmatisant. On considère pas les personnes en situation de handicap comme étant des personnes comme tout le monde. D'ailleurs, le handicap est souvent oublié dans les thématiques qui sont traitées, que ce soit même dans des questions liées aux marges, hein. Par exemple, on en parle très peu dans le féminisme, on en parle assez peu aussi dans le militantisme LGBT, on en parle beaucoup dans la culture de plus en plus et depuis quelques années parce qu'il y a des labels qui soutiennent justement le développement de l'accessibilité pour le public en situation de handicap, mais aujourd'hui il y a encore beaucoup d'ignorance de la plupart des gens qui sont, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot, valides. Et je pense qu'il faut former, il faut accompagner, il faut apprendre aux gens que on est des personnes derrière le handicap. Le handicap ne définit pas les gens. Votre parcours est un exemple de mise en action de la capacité à agir qui correspond à des axes de la CDPH, donc la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Que pensez-vous apporter aux personnes en situation de handicap pour augmenter leur capacité à agir ? C'est une bonne question. J'ai pas en tout cas envie, moi, de me profiler comme un modèle à suivre ou un exemple. J'ai pas cette vocation à être, entre guillemets, une source d'inspiration et de motivation. Je trouve que ça, c'est très validiste, en fait. Ce côté, soit on est en situation de handicap et on est des super-héros ou des super-héroïnes, soit on est des pauvres petites choses fragiles qu'il faut aider parce que on peut pas s'en sortir tout seul. La vérité, c'est que parfois, on a besoin d'aide, situationnellement, en fonction de situations particulières, mais la plupart du temps, on est des personnes comme tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais, si je dois apporter quelque chose à d'autres personnes en situation de handicap, c'est peut-être l'idée qu'on est capable et on peut faire les choses. Souvent, on peut les faire autrement, on peut les faire à notre rythme, on peut adapter, on peut aménager, par exemple, un espace de travail, un temps de travail. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Et ça, voire qu'on peut plus faire tout court, il faut aussi l'accepter. Ça, c'est notre travail à nous, personnes concernées. Mais au final, il y a encore énormément de choses qu'on est en mesure de faire et on ne doit pas se sentir bloqué par le système. Est-ce que dans votre vie, il y a eu, Céline, des moments où vous vous êtes senti diminué, discriminé, où vous avez été privé de votre capacité à agir en raison de votre handicap ? Bien sûr, souvent. Moi, j'ai ma vision qui s'est détériorée quand j'étais
juste avant mes 30 ans. Et pendant cette année-là, j'ai été opérée 6 fois en une année. Donc à chaque fois, j'avais une opération, 2 mois et demi de récupération, une nouvelle opération. Et à chaque fois, entre les opérations, je pouvais quasiment rien faire de spécial. Il y a des fois, je pouvais même plus me moucher, par exemple. J'avais pas le droit de me moucher normalement parce que ça faisait monter la tension à l'intérieur des yeux. Et pendant cette période, je me suis beaucoup questionné sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. J'avais pas le droit de porter du poids non plus. Donc une partie de ce temps, j'ai dû retourner chez mes parents, même si j'ai conservé mon appartement. Et je me suis dit, ok, je ne peux plus travailler en ce moment le temps que les yeux se remettent, mais du coup, ça m'a permis de réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais faire après, comment est-ce que j'allais faire en sorte de m'adapter justement à cette nouvelle situation. Typiquement, moi j'ai fait des études universitaires, j'ai pu lire des livres en version papier, en livre de poche pendant très longtemps en fait. Jusqu'à mes 30 ans, j'arrivais à lire des livres en papier, en très petit, même ce qui était écrit, par exemple, il y a un petit sachet de sucre qui traîne sur la table à côté de moi, près de la tasse de café vide que je viens de boire. J'arrivais à lire tous ces contenus textuels en me mettant parfois très très près du texte, mais j'étais tout à fait en mesure de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est une capacité que j'ai complètement perdue. Et typiquement, pour moi, ça a été difficile. Je suis quelqu'un qui a fait des études de lettres. Ne plus accéder au papier, c'est compliqué. Enfin, quand on a l'habitude d'aimer les livres, mais j'aime toujours les livres, et plutôt que de me concentrer sur ce que j'ai perdu, je me suis tout de suite orientée sur la solution, en fait. Je me suis dit, ok, je n'arrive plus à lire en papier. Oui, certes, c'est frustrant. C'est une perte. Il faut faire un deuil. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à apprécier la lecture? Et en fait, plutôt que de rester concentré sur le problème, m'orienter vers les solutions. Et des solutions, j'en ai trouvé plein, puisque j'ai commencé à lire en audio, j'ai appris le braille, et je me suis notamment intéressée à lancer une médiathèque accessible, parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, et que typiquement, en grand caractère aujourd'hui, écrit gros, j'arrive à lire selon la luminosité, mais on trouve presque aucun livre intéressant. C'est subjectif, mais pour les jeunes, par exemple, on trouve rien en heroic fantasy, en grand caractère. C'est très difficile de trouver ces genres-là. Et là, je me suis dit, il y a un manque, on doit pouvoir faire quelque chose. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la plateforme Monalira, l'idée de départ, le pourquoi de cette appellation, comment ça marche, à qui c'est destiné, est-ce qu'il y a aussi pour les enfants le contenu, le choix des ouvrages? Avec grand plaisir. Donc Monalira, comme je le disais en entrée d'échange, c'est une médiathèque numérique accessible. En gros, c'est une bibliothèque en ligne. À terme, on aura sûrement d'autres formats que les livres. On l'a créé en faisant évidemment le jeu de mots entre Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, et Monalira. Notre logo, c'est une Joconde qui lit un livre ouvert devant elle et d'où sortent les logos du braille, du français facile à lire, une information sur la dyslexie, etc. Et on n'a pas développé l'acronyme, mais à la base, l'idée, c'était médiathèque d'ouvrages numériques accessibles, lire autrement. Monalira. Et en fait, le principe de cette médiathèque nous est venu en échangeant avec mon collègue co-créateur, Alex Bernier, qui est aveugle de naissance et spécialiste en informatique documentaire, qui a longtemps travaillé pour l'association française BrailleNet, qui gérait la bibliothèque numérique francophone accessible, bibliothèque qui aujourd'hui n'est plus alimentée et qui était la bibliothèque qui fournissait le plus grand nombre de livres adaptés chaque année en francophonie. Et quand cette bibliothèque était sur le point en fait de disparaître parce que l'association qui la gérait a fait faillite, a été mise en liquidation plutôt, c'est le terme exact. On s'est dit on peut pas laisser ça comme ça. On s'est donc associés tous les deux avec une troisième personne également pour créer une autre association et se dire on va relancer une plateforme pour éviter que tout ce travail se perde. Et il y a énormément à faire en matière d'accessibilité à la lecture pour l'ensemble des publics empêchés. On va mettre en place quelque chose. Donc on a créé l'association Plein Accès qui gère Monalira qu'on a développé. On a créé l'association en 2022, au printemps 2022, Plein Accès. Et pendant une année, on a travaillé à la mise en place du site internet de Monalira. Quand on a lancé Monalira en mars 2023, on a lancé la médiathèque avec 30 000 livres
au catalogue et une trentaine de journaux, revues et magazines accessibles. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle propose aujourd'hui des formats qu'aucune des bibliothèques spécialisées en Suisse romande ne propose à ce jour, et pas dans les mêmes proportions non plus. On propose, nous, essentiellement des livres en voie de synthèse, de très haute qualité, c'est pas de la voix robotique insupportable à écouter, des livres en voie de synthèse synchronisés avec le texte écrit, c'est-à-dire qu'on peut, avec des applications sur smartphone ou ordinateur ou tablette, avoir le texte et voir défiler le texte en couleur en même temps qu'il est lu. On propose, ça c'est aussi tout à fait innovant parce que personne ne le propose non plus à part nous, des livres en grand caractère 100% personnalisables, c'est-à-dire que les gens peuvent télécharger le livre en PDF et choisir le type de police. Par exemple, une police adaptée pour la dyslexie ou une police sans empattement. Voilà, on a que des choix de police qui sont faciles à lire forcément pour les personnes qui ont des différents types de handicap. On peut choisir la taille de la police, on peut choisir la couleur de la police, la couleur du fond de la page aussi, parce que certaines personnes déficientes visuelles ont besoin de lire par exemple avec le texte en blanc et le fond de la page en noir, ou le texte en jaune et le fond de la page en bleu. Donc tout ça, on peut le choisir avant de télécharger le livre. On peut choisir aussi l'espace entre les mots, l'espace entre les lignes, l'espace entre les lettres. Tout est paramétrable. Et pour les personnes qui seraient dyslexiques, on a aussi la possibilité d'activer la coloration syllabique. C'est-à-dire que les mots vont se colorer par syllabes de façon à aider la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que on propose pas ça seulement. Alors, la coloration syllabique existe aujourd'hui dans le commerce aussi, notamment pour les livres pour enfants, pour les personnes dyslexiques. Le problème, c'est que sortis des livres pour enfants, on ne trouve plus de coloration syllabique la plupart du temps, et la plupart des personnes dyslexiques arrêtent de lire en dehors en fait du cursus scolaire. Et nous, notre but, c'est de nous dire, ça, c'est quelque chose qui est utile aux personnes qui ont des difficultés de lecture. Il faut que ça puisse être adapté à l'ensemble des livres. Donc nous, la coloration syllabique, elle est aujourd'hui accessible. Tous les formats, en fait, sont accessibles pour l'ensemble de notre catalogue, que ce soit les livres jeunesse, les livres enfants, les livres adultes. Et on peut choisir le format qui nous intéresse. J'ai oublié de mentionner qu'on avait aussi des livres, évidemment, dans le format texte, on a aussi le braille numérique, pour les personnes aveugles qui sont braillistes ou très malvoyantes. Et on a aussi, et on développe un fonds de livres en langue des signes française, qui sont des livres en vidéo, donc sans le son, mais uniquement signés, pour les personnes qui pratiquent la langue des signes. Et notre but, c'est aussi de développer un fonds intéressant de livres en français facile à lire et à comprendre, ou français facile à lire, parce que là aussi, il y a un besoin et il y a très peu de contenu aujourd'hui. Souvent, les livres FAL, donc pour le français facile à lire, sont accessibles en écrit, mais ils n'ont pas forcément d'équivalent en version audio ou audio plus texte. Et ça, on s'est rendu compte que ça aidait aussi le public concerné. Donc, c'est aussi une plus-value qu'on peut apporter au public. Les entretiens de Synergie Mag. Et alors, comment ça se passe? Ce sont les maisons d'édition qui viennent vers vous, les auteurs? En fait, on a deux façons de procéder. Monalira est donc géré conjointement, ensemble, avec l'association Plein Accès France et l'association Plein Accès Suisse, qui sont deux antennes indépendantes l'une de l'autre, mais qui travaillent conjointement pour le maintien et le développement de la médiathèque. Côté français, on est reconnu d'utilité générale en France, et comme on est une structure qui fait partie des associations qui adaptent des livres, on a accès à une plateforme qui est gérée au niveau national en France par la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle la BNF. Et cette plateforme nous permet d'accéder de manière centralisée aux fichiers que les éditeurs français dépose et qu'on peut ensuite adapter. Du coup, ça, c'est des adaptations. Les livres français sont édités par Plein Accès France, adaptés, pardon, pas édités, et ensuite mis en ligne sur notre plateforme qui, elle, du coup, diffuse dans le monde entier puisqu'on est sur Internet. En Suisse, on n'a pas du tout aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un vrai problème, comment on appelle ça, de plateforme centralisée où on peut demander que les éditeurs ou les maisons d'édition déposent leurs fichiers. Donc,
à ce stade, aujourd'hui, nous, ce qu'on est obligé de faire, c'est pas du tout les maisons d'édition qui viennent à nous. On serait ravis qu'elles viennent à nous toutes seules avec des fichiers sources bien ficelés qu'on puisse directement adapter sans travail à la main derrière. Aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est que nous, on va vers les maisons d'édition et on leur explique ce qu'on fait et on leur demande les fichiers qu'on stocke de manière sécurisée, évidemment, puisqu'on n'a pas le droit de les diffuser, notamment pour des questions de droit d'auteur, en toute logique. Et on travaille sur les fichiers que les maisons d'édition nous donnent pour les rendre accessibles ensuite sur Monalira. Donc en Suisse, c'est un travail extrêmement chronophage et beaucoup de travail de réseau aussi, parce que on n'a pas justement de plateforme qui nous permet de centraliser. Et ça, c'est personnellement un projet ambitieux que j'aimerais beaucoup mettre en place au niveau fédéral, de créer une plateforme qui permette à l'ensemble des structures adaptantes, des livres pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir se fournir directement dessus de manière sécurisée pour que ça serve en fait l'ensemble des associations et des professionnels qui travaillent justement pour l'adaptation de livres. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre initiative envers l'inclusion du handicap? Notre objectif avec Plein Accès, c'est d'œuvrer à l'inclusion scolaire, professionnelle, culturelle et sociale des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, on met en place un certain nombre de choses. Notre grand projet aujourd'hui, c'est essentiellement Monalira et sa médiathèque numérique accessible. Et nous, ce qu'on vise à faire, c'est pas de rester dans le spécialisé. Parce que aujourd'hui, le problème des personnes qui lisent autrement, une des problématiques qui concernent les personnes qui lisent autrement, c'est qu'elles sont obligées à un moment donné de s'écarter des bibliothèques ordinaires, des bibliothèques publiques, municipales, universitaires, etc., pour faire appel aux services spécialisés. Ce qui est pas mal, parce que heureusement qu'il y a les services spécialisés qui existent pour adapter. Le problème, c'est que en faisant ça, on se coupe de l'environnement social qui est celui de tout le monde en fait. On ne va plus consommer en bibliothèque les événements ou les médiations, etc. parce qu'ensuite on rentre dans le réseau spécialisé et on fait des activités qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap et on fonctionne en silo, c'est-à-dire on fait un vase pour les personnes qui lisent en FAL, on fait un vase différent pour les personnes qui lisent en braille ou en grand caractère, on fait un autre vase pour les personnes qui lisent en langue des signes. Et nous, on veut pas ça, en fait. D'ailleurs, notre plateforme, elle se veut une plateforme où on trouve l'ensemble des contenus pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap de lecture. Et on veut que cette plateforme, elle puisse aussi atterrir en bibliothèque publique, en bibliothèque scolaire, etc. Et que, du coup, les enseignants, les bibliothécaires puissent inscrire les personnes qui ont des difficultés de lecture qui sont encore en bibliothèque publique sur la plateforme pour qu'elles puissent venir télécharger les livres, etc. et mettre en place des médiations qui sont tout publiques dans les bibliothèques, dans les écoles, pour que tout le monde se mélange, en fait. On veut casser cette barrière-là, pour que les personnes n'aient pas l'impression et n'aient pas le besoin de passer par un réseau spécialisé. On veut retirer cette stigmatisation, en fait. D'accord. Et trouvez-vous que les sites et les interfaces sont accessibles à tout type d'handicap? Ah non, pas du tout. À l'heure actuelle, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, l'accessibilité web, elle est pas du tout généralisée. On a, je pense, 90% des sites internet à travers le monde qui sont pas du tout accessibles pour les personnes en situation de handicap et qui ne respectent pas les normes internationales d'accessibilité web. Quels sont vos défis au quotidien, Céline? Je dirais, au niveau personnel, j'en ai pas de fou. Généralement, j'aime bien les relever, donc je prends pas spécialement ça comme des défis. Je dirais qu'un de mes grands défis, c'est de trouver assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, pour faire avancer les choses et trouver assez d'énergie d'énergie parce qu'effectivement, tout ça est fatigant et je suis moi-même en situation de handicap, donc il y a des jours où la fatigue se ressent plus que d'autres. Mais oui, des fois, j'aimerais bien avoir des journées de 72 heures pour avoir le temps et l'énergie surtout de pouvoir faire tout ce que j'aurais envie de faire. Après, je dirais qu'au quotidien, les plus grands défis, c'est changer le regard des gens, en fait. Moi, je le vis pas mal, mais je remarque, et c'est très intéressant, sociologiquement parlant, c'est que comme j'utilise normalement ma canne blanche au quotidien, mais il m'arrive épisodiquement, quand il fait grand beau, que c'est un trajet que je connais, de ne pas l'utiliser. Et c'est très intéressant de voir la différence de comportement des gens, en fait, avec ou sans canne. Alors que le handicap est toujours là, finalement. Mais sans la canne, il est invisible.
moins visible, disons. Et les gens ne se comportent pas du tout de la même manière. Et moi, je pense qu'un des grands défis qui devrait être surmonté dans cette société, c'est de se dire, faire en sorte que les gens fassent juste preuve de bienveillance envers leurs voisins et leurs voisines et s'affranchissent des étiquettes, en fait. Je trouve qu'on vit dans une société aujourd'hui où tout le monde veut sa petite case. C'est très important dans plein de militantisme, tout le monde veut sa petite case. Moi, je suis labellisé ça, ceci, cela, peu importe. Et je trouve très dommage que justement en créant des micro-étiquettes comme ça, on en oublie le fondamental, c'est-à-dire que avant d'avoir une micro-étiquette qui concerne chacune d'entre nous, on est tous et toutes des êtres humains en fait. Et je pense que ça devrait être un peu plus souvent rappelé aujourd'hui. Et c'est à mon avis un grand défi. Les entretiens de Synergie Mag. Vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. D'où puisez-vous toute cette énergie? C'est une bonne question. Je pense que je suis quelqu'un de très idéaliste en fait, très très optimiste. J'ai assez foi en l'humanité, et même si je suis quelqu'un qui suis parfois très cynique aussi, je peux l'être. Je ne vis pas dans un monde de bisounours, de licornes et de paillettes. Je sais aussi faire preuve de beaucoup de réalisme et de pragmatisme. J'ai foncièrement un très grand optimisme malgré tout, et j'ai vraiment foi en l'humanité. En fait, je pense que si on veut, on peut. Alors pas toujours, parce qu'il y a des fois on est limité, mais d'une manière ou d'une autre, chacun et chacune a la possibilité de faire bouger les choses, même à sa propre échelle en fait, même de manière très restreinte. Tout le monde a la capacité de faire quelque chose, même si c'est des fois, ça a l'air parfois insignifiant, mais on a une capacité d'action, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est ça qui me fait avancer en fait, le fait de me dire que à mon échelle, je fais de mon mieux. Je fais pas mon maximum, ça j'ai arrêté de le dire depuis longtemps, mais je fais de mon mieux, et mon mieux est différent selon les jours, selon l'énergie que j'ai au réveil le matin, mais tous les jours j'essaie de faire de mon mieux. Quel regard portez-vous, Céline, sur la Fondation Foyer Handicap en général et plus précisément sur notre secteur Synergie? Je trouve que ce que vous faites est fondamentalement important. Vous mélangez les publics, vous travaillez avec des stagiaires, vous travaillez avec des étudiants, des étudiantes, vous travaillez avec des personnes qui sont en emploi intégrés chez Foyer Handicap, avec des maîtres socioprofessionnels, maîtresses socioprofessionnelles également. Et je trouve que c'est très important justement ces environnements où il y a un mélange, où il y a de l'échange. Ça permet justement ça aussi, ça permet de déconstruire des barrières, ça permet de notamment aux stagiaires et aux étudiants et étudiantes de voir les choses potentiellement autrement, de lever des a priori parfois, des stéréotypes, et puis ça permet aussi d'acquérir des compétences qui potentiellement un jour ou l'autre, en fonction des capacités et des envies de chacune, éventuellement d'aller trouver un emploi sur le premier marché du travail. Donc évidemment, ce que fait le Foyer Handicap est à mon sens extrêmement louable et extrêmement utile, comme ce que font beaucoup de fondations et d'associations genevoises et suisses de manière générale dans le milieu du handicap. Et c'est une fondation qui existe depuis longtemps, qui a, à mon avis, toute sa raison d'être. Et je me rappelle avoir discuté il y a longtemps avec une personne de chez vous qui disait à l'époque, j'aime beaucoup cette philosophie, moi elle m'est restée aussi à la fois dans mon activité associative et dans mon activité professionnelle. Votre fondation, comme beaucoup d'associations et de fondations qui œuvrent dans le milieu du handicap, sont là parce qu'elles comblent un manquement en fait, un manquement de la société qui devrait être pris en charge un jour ou l'autre par la société. En tout cas, c'est, je pense, ce pourquoi on œuvre toutes et tous ici. Et cette personne m'avait dit, toute fondation, toute association qui œuvre dans un domaine, quel qu'il soit, devrait œuvrer dans l'idée de sa disparition, en fait. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça, parce que je me suis dit, mais c'est fondamentalement juste. Une structure comme Foyer Handicap met en place un travail énorme, et l'idée, c'est qu'en fait, ce travail énorme existe parce qu'il y a un manque de la société. Et vous travaillez pour que ce manque soit pallié à un moment donné, qu'il n'existe plus, qu'il soit pris en charge, en fait, que la société soit vraiment inclusive. Le jour où la société sera inclusive, la mission de Foyer Handicap sera peut-être tout autre. Elle repensera sa politique, elle repensera ses activités, etc. Alors, il y aura sûrement d'autres combats à mener, mais en attendant, j'aime bien cette philosophie, en fait. De quoi êtes-vous le plus fier dans tout ce que vous avez réalisé? Je sais pas si je suis quelqu'un de très fier dans l'absolu. Je suis contente de réaliser ce que je fais. Déjà, je trouve que c'est pas très, c'est un peu prétentieux de se dire qu'on est fier de je ne sais quoi. Moi, je fais les choses parce que je trouve qu'elles ont du sens, en fait. Pour le coup, je suis très fière d'une chose qu'on a réalisée il y a pas très longtemps, mais qui est sur le point d'arriver d'ailleurs. C'est des événements qu'on met en place dans le cadre des Journées nationales d'action pour le droit des personnes en situation de handicap, qui auront lieu au Musée d'art et d'histoire les 26 et
et 29 mai, donc tout prochainement, qu'on porte avec Mona Lira et Plein Accès Suisse, et le musée, l'association Monde Imaginaire et l'autrice Florence Cochet qui a gagné le prix science-fiction fantasy fantastique en 2023. Et ça, j'avoue que j'en suis assez fière parce que c'est la première fois à Genève et probablement en Suisse romande qu'on va mettre en place une activité qui allie visite culturelle et surtout lecture individuelle collective qui est accessible à l'ensemble des publics empêchés de lire, qui aura même une traduction en langue des signes, qui a demandé beaucoup d'organisation en termes de recherche d'interprètes, etc. Et j'avoue que j'ai travaillé des mois et des mois à la coordination de ce projet et à sa mise en place avec des personnes extrêmement motivées de part et d'autre. Et ça, j'avoue, j'en suis assez fière parce que pour moi, c'est le lancement d'un type d'événement qui va dans l'idée de faire sauter des barrières où on se dit ce qui rassemble les gens, c'est la passion de la lecture, c'est la passion de la culture et le handicap n'a rien à voir là-dedans en fait. Et tout le monde va pouvoir lire, quel que soit le format dans lequel la personne souhaite lire la nouvelle qui sera lue en l'occurrence. Tout le monde va pouvoir la lire dans le format qui lui est adapté, qu'elle lise sur papier, qu'elle lise en audio, qu'elle lise en braille, qu'elle lise en grand caractère ou en coloration de syllabique. Finalement, il y aura aucune distinction entre les gens. Tout le monde va être rassemblé par la lecture. Et ça, j'avoue, dans mes valeurs, j'en suis particulièrement fière. Est-ce que vous voudriez rajouter encore quelque chose à tout cela? Écoutez, je crois que je vous ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, j'aimerais encore une fois vous remercier pour le travail que vous faites, pour l'invitation que vous m'avez faite de venir dans vos locaux ce matin et de venir répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie infiniment d'être tous et toutes là, au micro, à la technique, et pour l'intérêt des questions que vous m'avez posées aussi. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag.